Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a lancé hier, 12 octobre 2023, un rapport avec la Journée africaine de lutte contre les faux médicaments, une traque aux vendeurs des médicaments de la rue. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 116 000 décès en Afrique subsaharienne seraient dus à la consommation de faux produits médicaux. La contrefaçon des médicaments est un phénomène en partie mafieux et en pleine expansion depuis la fin des années 1990. Si la falsification des médicaments est donc la définition la plus large qui englobe la contrefaçon et permet un champ d'action plus étendu, les faux médicaments peuvent être très dangereux pour la santé, et ce pour diverses raisons. Au vu de l'importance du médicament, de sa nature délicate, des impératifs de sécurité et d'innocuité, le gouvernement de la République a réglementé sa distribution au Cameroun. L'État, sous la houlette de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, comme vous le savez, œuvre depuis continuellement à l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité du bon médicament. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, le Cameroun perd près de 33 milliards de francs CFA par an à cause de la vente des faux médicaments. Les malades, faute de moyens ou de bonnes informations, se tournent vers ces médicaments-là qui, selon les spécialistes de la santé, n'ont aucun effet positif ou encore bénéfice sur la santé. Des médicaments peu coûteux sur le plan économique, mais très coûteux en ce qui concerne la santé des organes humains. Au-delà d'être mortels, les médicaments de la rue, selon les médecins, peuvent générer chez le patient des maladies chroniques telles que l'insuffisance rénale, des maladies cardiovasculaires et bien d'autres. 10 août 1990 portant exercice et organisation de la profession de pharmacien au Cameroun en ses articles 15 et 13 qui définit le médicament et le monopole du pharmacien, reprime l'exercice illégal de la pharmacie en son article 16, interdit en son article 53 l'étalage et la distribution de médicaments sur la voie publique dans les foires ou marchés à toute personne, même titulaire du diplôme de pharmacien. Les médicaments sont inventés sous forme de comprimés le 28 juin 1875 par Stanislas Limousin. Les médicaments sont des produits utilisés pour éviter une maladie, la soigner, la guérir ou encore calmer une douleur. Plus clairement, le terme médicament rime avec traitement, raison pour laquelle il serait judicieux d'évaluer ou encore d'analyser la qualité de ces produits qui ont pour mission de guérir, histoire de mettre en sécurité les populations. Le jeudi 12 octobre 2023, un match amical a opposé l'équipe de football camerounaise à l'équipe de football russe. C'était en Russie, précisément à Moscou. Après le sacre du Cameroun face au Burundi à la 6e journée éliminatoire de la CAN 2023, les Lions indomptables du Cameroun, après une domination lors des 30 premières minutes, finiront par être cloués à la 40e minute par un but du joueur russe Fedor Chalov. Le tableau va donc indiquer un score de 1-0. Score qui n'évoluera pas jusqu'à la fin du match. Une rencontre qui intervient avant la rencontre Cameroun-Sénégal prévue le 16 octobre à Lens, une commune située dans le nord de la France. Rappelons que la Russie et le Cameroun s'affrontaient hier pour la 3e fois dans l'histoire du football mondial. Pour le sélectionneur des Lions indomptables Rigobert Song-Banak, la satisfaction est totale malgré la défaite. Compte tenu un peu de la philosophie du match, je pense que c'est un très bon match entre les deux équipes. Et je suis satisfait de mon équipe, de mes joueurs, parce qu'ils ont démontré, malgré le fait qu'on n'a pas concrétisé aux actions qu'on a pu avoir, donc on a ressenti aussi qu'il y avait de la qualité. Et l'équipe russe, c'est une très belle équipe, parce que ils se connaissent, ils jouent tout le temps ensemble. La majorité joue le championnat local, donc c'est quelque chose de très important pour une équipe nationale comme celle-là. Et je pense que la philosophie du match aurait dû être autre chose, parce que si on regarde les occasions qu'on a ratées,
et on aurait dû marquer plusieurs buts. Mais bon, le football là, c'est réalité. Et on a perdu de lucidité avant la mi-temps. On a pris un but et ça nous a mis en difficulté. Mais bref, dans l'ensemble, je suis satisfait de mon équipe. Notons donc à cet effet le prochain rendez-vous, prévu le 16 octobre 2023, face aux Lions de la Teranga. La Confédération africaine de football a procédé le jeudi 12 octobre 2023 au tirage au sort de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La cérémonie a eu lieu au parc d'exposition d'Abidjan en présence du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, et Gianni Infantino, président de la FIFA. Au total, 24 pays fixés sur leurs adversaires. Le Sénégal, tenant du titre de champion d'Afrique, affrontera le Cameroun, logé à la poule C, en plus de la Gambie et de la Guinée. Le Maroc, lui, demi-finaliste du Mondial 2022, les Lions de l'Atlas auront comme adversaire la République démocratique du Congo à la poule E. Initialement programmée en juin et juillet 2023, la Coupe d'Afrique des Nations a été reportée en janvier 2024. Dans la poule A, nous avons la Côte d'Ivoire, pays organisateur, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et le Nigeria. La poule B est composée du Mozambique, le Cap-Vert, le Ghana et l'Égypte. La poule C est celle des Lions, les Lions indomptables et les Lions de la Teranga, mais également celle de la Guinée et de la Gambie. Pour ce qui est de la poule D, l'Angola, la Mauritanie, le Burkina Faso et l'Algérie seront tour à tour opposés. Par la suite, la Namibie, l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Mali sont les pays logés à la poule E. Enfin, la Tanzanie, la Zambie, la RDC et le Maroc sont les pays logés à la poule F. 6 stades ont donc été officiellement retenus pour la compétition organisée par la Côte d'Ivoire. Des stades situés dans différentes villes du pays, donc Bouaké, Abidjan, Pégro et Yamoussoukro. Le match d'ouverture aura lieu entre la Côte d'Ivoire, pays hôte, et la Guinée-Bissau. Après avoir battu Cyril Ging en 5 rounds lors de son dernier championnat UFC, Francis Ngannou montera à nouveau sur un ring de boxe le 28 octobre 2023 à Riyad, en Arabie Saoudite, contre le champion des poids lourds Tyson Fury. Le prédateur, comme on le surnomme, a atterri en Arabie Saoudite le mardi 10 octobre 2023. Assez tôt pour les derniers préparatifs de l'un des combats les plus attendus du siècle. C'est une opportunité si spéciale de participer à un événement international tel que la saison 2023 des Riyad. Je peux donc exprimer ma profonde gratitude pour l'opportunité qui nous a été donnée par son Excellence, M. Turki Al-Sheikh. Conseiller à la Cour royale et président de l'autorité générale pour le divertissement. Je suis très excité de faire partie de cette saison. C'est un honneur. Ma promesse pour ce combat est simple. Nous allons leur donner la meilleure opportunité, la meilleure expérience. Au cours de ce combat, nous donnerons tout sur le ring. Tyson Fury, de nationalité anglaise, est un champion titré de poids lourd. Il compte à son actif 34 combats, dont 33 victoires, 1 nul et 0 défaite. Quant au champion camerounais des poids lourds, Francis Ngannou, qui a déjà remporté 17 des 20 combats UFC discutés, dont 12 par KO, il a d'ailleurs été préparé pour la saison de Riyad par le grand Mike Tyson. Je crois que je n'ai aucun doute en ce qui concerne l'issue du combat. Maintenant, la chose la plus importante pour moi est de savoir comment manier mon adversaire. Je suis concentré et je n'ai pas d'inquiétude envers moi-même. Je sais que si je me connecte réellement à lui, je vais vaincre. Ce combat intervient quelques semaines après que Cédric Doumbé, un autre combattant camerounais de l'UFC, a établi une victoire contre Jordan Zebo sur un KO au bout de 9 secondes. Il semble que les Camerounais soient très performants dans les sports de combat cette saison. Il ne reste plus qu'à espérer que Francis Ngannou inscrive une nouvelle victoire à son palmarès. Le ministre en fonction de l'administration territoriale Paula Tangandji
a agressé une mise en garde au conducteur des mototaxis le 26 septembre 2023. Au cours d'une réunion tenue à l'hôtel de ville de Yaoundé avec les membres des syndicats des conducteurs de mototaxis, le gouverneur de la région du centre, le préfet du département du Fundi et les 7 sous-préfets de la ville de Yaoundé, le ministre a tenu à spécifier les actes régulant l'activité de mototaxi au Cameroun et dans la ville de Yaoundé en particulier. Une rencontre portée sur la nécessité du maintien et la préservation de l'ordre public. Les mototaxis sont en partie responsables des poches d'insécurité qui se multiplient dans le pays. Selon un bilan enregistré par les autorités à travers le pays, les chiffres sont alarmants. Entre le mois d'août et le mois de septembre 2023, plus de 700 agressions, 20 cas de viol, environ 110 cas de détournement d'itinéraire et également un taux important d'accidents estimé à 930 cas. Les conducteurs de mototaxi ou encore bensikineurs sont chargés de transporter les personnes et les biens dans les villes et les villages du pays. D'après les réformes adoptées, les conducteurs de mototaxi devraient désormais posséder une carte nationale d'identité, des pièces d'identité de la moto, un permis de conduire et devront également arborer un choisible numéroté. Ont rappelé les services du ministère de l'administration territoriale. La problématique des mototaxis et la régulation de ce secteur d'activité non loin d'être nouvelle depuis l'intrusion de ces engins à 2 roues dans le secteur des transports urbains au Cameroun en faveur au marasme économique dans les années 1990. Le ministre de l'administration territoriale a donc donné aux acteurs de ce secteur d'activité un délai allant jusqu'au 30 octobre pour toute conformation liée au secteur d'activité. La Haute Cour constitutionnelle a décidé de reporter d'une semaine le premier tour des élections présidentielles en Madagascar à la demande d'un candidat blessé lors d'une manifestation de l'opposition. Madagascar a annoncé le jeudi 12 octobre le report du premier tour des élections présidentielles initialement prévu le 9 octobre 2023. Ces élections présidentielles seront décalées d'une semaine, soit le 16 octobre 2023. La décision fait suite à une requête déposée par le candidat Henri Raebolina, président du parti ARB qui signifie agir, rénover et bâtir. Blessé au visage lors d'une manifestation du collectif des candidats le samedi 7 octobre 2023, le candidat affirme être dans l'incapacité de faire campagne, chose que la Haute Cour constitutionnelle a reconnue et prise en compte. Depuis la programmation des élections en Madagascar, les marches d'opposition s'enchaînent en entraînant chaque jour de nombreuses manifestations. Outre que la situation de Raebolina, l'ensemble des candidats demandent une nouvelle composition de la commission électorale, une cour spéciale pour l'examination des résultats de l'élection et un gouvernement de transition. La Haute Cour constitutionnelle doit également prendre en compte les requêtes du candidat Erimananana Razafimaefa qui affirme avoir subi des menaces de mort le 9 octobre 2023. Bonsoir chers téléspectateurs de Ouafrica TV. Dans l'invité de la rédaction aujourd'hui, nous recevons Dr Etienne Seignon pour parler de l'éboulement de terrain survenu en Bankolo dans la nuit du 8 octobre 2023. Bonsoir docteur et bienvenue à Ouafrica TV. Merci. On parlera de cet éboulement de terrain qui a survenu dans la nuit du 8 octobre en Bankolo. On retient que cet éboulement de terrain a survenu dans une zone à risque, comme les spécialistes l'ont indiqué, et le gouvernement également. En tant que sociologue, c'était quoi la cause selon vous? Est-ce qu'on va parler ici des populations? Bon, en termes de cause, il faut distinguer la cause et les responsabilités. La cause, c'est simplement la terre qui s'est déplacée, c'est la géographie en fait. C'est-à-dire le déplacement de la salle éboulement. Quand la terre bouge, se déplace et se déverse sur les gens. Maintenant, ça se serait passé à un endroit où il n'y avait pas les habitants, que ça aurait été un fait banal, on n'aurait pas été au courant. Mais le fait, c'est que quand les gens meurent, hein, c'est ça qui pose problème. Maintenant, c'est là, à ce moment-là, qu'on commence à poser la question des responsabilités. Ces gens qui sont morts, à qui la faute? Bon, si c'était dans une zone à risque,
et que ces populations ont été informées par l'État de ne pas aller y habiter, alors ces populations sont en partie responsables. Pourquoi je dis en partie? Parce que si elles avaient été averties, mais elles sont toujours allées s'installer, c'est maintenant à l'État de revenir, à nouveau maintenant leur dire, quand vous avez dit de ne pas être là-bas, vous êtes venu, alors il faut quitter. Utiliser tous les moyens de l'État pour les faire déguerpir cet endroit-là. Donc, selon vous, ce malheureux incident résulte de la tétutesse des populations? Bien, voilà. En premier. Okay. Et maintenant, l'État, parce que ces populations sont là depuis, on les voyait, on pouvait venir les déguerpir. Puisque l'État a donné 24 heures à ces gens de quitter cet endroit. L'État pouvait faire ça avant, que ce malheur ne serait pas arrivé. Donc, en grande partie, c'est la tétutesse des populations, en fait, pour ce cas-là précis. Bon, au-delà des dégâts matériels et des morts, qu'est-ce qu'on peut encore énoncer comme conséquences sur le plan sociologique? Bon, les conséquences sociologiques, c'est l'habitat. Les populations vont errer sans où aller, sans avoir de lieu d'habitation fixe pour un temps. Parce que si ces populations occupaient un lieu qui ne leur a pas été attribué, un lieu interdit, alors ça veut dire que si on les déguerpit, l'État ne doit pas vous dédommager. Si on vous demande de quitter un endroit où vous ne devez pas y être, c'est à vous de trouver maintenant là où vous devez aller. Le dédommagement intervient lorsque vous êtes dans un endroit légalement obtenu, un endroit qui n'est pas interdit d'habitation, et vous avez votre titre foncier, vous avez tout. Maintenant, l'État, si l'État vous demande de déguerpir, l'État doit vous trouver un autre endroit pour vous confier ou dédommager. Okay. Donc, les conséquences, c'est un peu ça. Les populations vont errer, passer en montant, descendre avec les bagages et tout, sans avoir où aller et tout. Et puis, le banditisme, elles peuvent être agressées. Les gens vont leur faire le chantage pour leur donner l'habitation, pour leur donner même le logement, même dans louer, on va leur faire chanter et tout. Avant Bankolo, on a vu le même incident se produire à Damas, quelque temps avant à Ngwatché. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour éviter que ça se reproduise à l'avenir? Oui, et je voudrais ajouter aussi à Douala récemment, avec Ange Raphaël là-bas, il y a aussi cet événement-là. Bon, la solution est effectivement à deux niveaux. Au niveau sensibiliser les populations sur les zones à risque, et il leur dit qu'il ne faut pas construire à ce genre d'endroit. Il y a des populations, il y a des gens qui respectent ça. Dès qu'on leur dit qu'il ne faut pas construire à tel endroit, elles ne vont pas là-bas construire. Mais il y a des gens têtus, malgré qu'on leur avertit, malgré l'avertissement, continuent à aller habiter l'endroit. Ça, c'est déjà un problème. Mais il y en a qui habitent sans savoir que c'est une zone interdite. Donc voilà pour avoir l'importance de la sensibilisation. Donc la solution, il faut donc que l'État sensibilise et l'État réprime. Il faut repérer toutes les zones à risque où les gens habitent. Demander à ces gens de quitter. Oui. Si ces gens essayez, bon, quand j'ai dit tout à l'heure, quand vous occupez une zone interdite, ça suppose que vous n'êtes pas là où vous devez être. Et si on vous demande des gars, c'est vous qui devez trouver là où vous devez aller vous recaser. Laissez un temps raisonnable pour ces gens de quitter. Parce que quitter en 24 heures, déménager en 24 heures, même pour quelqu'un qui vit seulement dans une chambre, ce n'est pas possible. Et bon, on suppose que ça a été dit sur le coup de la colère. Mais donner un temps raisonnable pour que ces populations quittent. Il faut repérer toutes ces zones à risque là et demander à ces populations de quitter. Pour le cas de Mbankolo précisément, on va parler comme au quartier vu que le fait est déjà fait. Qu'est-ce que vous proposerez comme solution au-delà de la médecine par rapport aux populations qui ont été touchées? Il faut un suivi psychologique des populations traumatisées. Il faut déjà, pour les populations qui sont sorties vivantes, par chance, blessées, il faut aussi le suivi médical, apporter des soins. Pour les populations mortes, bon, le chef d'État l'a fait, adresser les condoléances, aussi le soutien moral, etc., etc. Donc surtout le suivi psychologique pour les populations traumatisées, parce que venir comme ça et trouver que toute votre famille est morte, ce n'est pas... Il y a des gens qui peuvent aussi mourir seulement après avoir écouté une telle information, qui peuvent tomber dans le coma, etc. Donc il faut un suivi psychologique pour ces gens-là.
suivi médical pour les blessés et puis aider moralement, soutien moral pour les familles éprouvées. Déjà, j'envoie ici mes condoléances à toutes ces familles-là éprouvées. Et voilà, parce que le phénomène, ça devient déjà assez récurrent. Oui. C'est récurrent. En 2 mois, je crois qu'on a eu au moins, je crois, 3 ou 4 cas comme ça à l'échelle du Cameroun. Ça devient que ça devient un problème. Et ça, c'est quoi? En fait, c'est l'agrandissement de l'espace urbain. Ça montre que la ville entière s'agrandit. Et donc, les populations commencent à aller s'installer à des endroits qui n'étaient pas... au-delà même des banlieues, on commence à... Donc, la ville est en train de s'étendre. La ville est en train de s'étendre, que ce soit Douala ou Yaoundé. Donc, on commence à aller même dans des endroits où ce n'était pas prévu qu'on devait aller. Donc, il faut dire aussi une politique urbaine de peut-être créer de nouvelles villes, de villes à proximité de Douala, une autre seconde ville de Douala, une seconde ville de Yaoundé, etc. Ou alors permettre que la ville s'étende effectivement, devienne des mégapoles, comme on en trouve dans les grands pays, dans les villes qui se retrouvent à travers, voilà. Merci, Dr Signou, merci de nous avoir éclairé sur la question. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. Nous revenons très prochainement pour un autre numéro.